Le 25 novembre dernier, c'était la journée mondiale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Pour l'occasion, la Maison de l'Europe de l'Eure a organisé un webinaire avec 2 eurodéputés sur le sujet. Je reçois aujourd'hui Mikhail Tokdemir, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Maison de l'Europe de l'Eure, vous êtes accompagné de Salomé Liméry, bonjour. Bonjour. Chargé de mission pour la Maison de l'Europe de l'Eure, et vous êtes aussi accompagné d'Alix Moujar, bonjour. Bonjour. Vice-présidente jeunesse, business professional woman à Évreux. Alors d'abord, Mikhail Tokdemir, vous êtes le directeur de la Maison de l'Europe de l'Eure. Ce sujet donc, sur les violences faites aux femmes est de plus en plus médiatisé ces derniers jours. Je pense notamment au mouvement MeToo par exemple. Et pourtant, les chiffres ne s'améliorent pas. Une femme sur 3 a subi des violences physiques ou sexuelles après l'âge de 15 ans, d'après l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon une étude de 2014. Est-ce qu'il faut continuer encore et toujours ce travail de sensibilisation ? Ah bah oui, si on arrête, les chiffres vont augmenter, c'est sûr. Ce travail de sensibilisation, c'est par exemple, en ce moment, c'est 16 jours qu'on appelle les Orange Days, organisés par ONU Femmes. Ils ont même un slogan qui s'appelle Orangeons le monde. Le lobby européen pour les droits des femmes aussi, la clé, travaille beaucoup au niveau européen. Donc il ne faut jamais s'arrêter jusqu'à ce que le chiffre atteigne 0, parce que ce sont des sujets très très important et crucial dans la société. Alors au cours de ce webinaire, les eurodéputés ont noté que le Covid a été une belle excuse pour faire reculer le droit des femmes. En ne pouvant pas sortir, les droits ont régressé, selon elles. Et il y a eu des problèmes d'accès aux interruptions de grossesse, par exemple. La situation des confinements a provoqué aussi des déséquilibres entre la vie professionnelle et la vie privée, ce qui par conséquent a permis une augmentation des violences domestiques, notamment. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Salomé Liméry ? Effectivement, de toute façon, dans toutes les crises, en fait, lorsque une crise apparaît dans nos sociétés, les violences augmentent. Et là, avec la particularité d'une crise, donc une crise sanitaire, où on a dû rester chez nous, effectivement, les personnes qui ont été victimes de violences et qui sont victimes de violences domestiques sont encore plus à risque. Et dans plusieurs pays européens, soit on a constaté, dans ces cas-là, une baisse des appels aux lignes d'urgence. Donc, c'est ce qui montre que les victimes, en fait, se disent qu'elles ne peuvent pas avoir d'aide, et ça, c'est très, très grave. Ou alors, et en même temps une hausse très importante des violences conjugales. Donc ça, c'est un fait. Et effectivement, la Covid-19 a eu un impact sur ça, et un impact très dramatique. Alors en France, on a quand même pris des mesures sur la question. Je pense par exemple au harcèlement et au bracelet anti-rapprochement, ou à la levée de l'obligation du secret médical, par exemple, pour les médecins qui ont face à eux des cas de violence conjugale, s'ils jugent que la vie de la victime est en jeu. Mais parallèlement, des pays comme la Pologne font marche arrière sur la question du droit à l'avortement. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces divergences politiques au sein même de l'Union européenne, Mikhail Tokdemir ? Vous avez des partis politiques conservateurs et même parfois d'extrême droite qui arrivent au pouvoir dans ces pays-là et même à nos portes. Et donc la politique dans ce domaine-là, c'est les hommes qui ont plus de pouvoir, c'est de la masculinité toxique, c'est des règles qui sont archaïques. Et donc effectivement, l'Europe doit être vigilante à ce niveau-là, et au niveau même des institutions européennes, mais aussi au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'est pas une institution de l'Union européenne, mais qui rassemble aussi ces pays. Donc on doit rester vigilant plus qu'avant, effectivement, à cause de ces dérives. En 2014, la Convention d'Istanbul est entrée en vigueur sur la prévention et la lutte contre les violences à l'égard des femmes et la violence domestique. Beaucoup de pays l'ont signée, mais tous ne l'ont pas encore ratifiée. Salomé Liméry, quelles conséquences a eu cette convention ? Alors cette convention, ça a eu pour première conséquence d'harmoniser en fait le traitement en fait et la lutte contre ces violences. Ça a permis aussi de mettre en commun, et qu'à l'échelle européenne, les institutions puissent coordonner les actions des organisations et les actions de la société civile en fait. Tout d'abord, l'échange de pratiques entre les organisations. C'est un gros levier quand on voit qu'il y a des pays comme l'Espagne qui sont très avancés, ou d'autres pays où on voit que les chiffres sont très bas dans ce domaine-là. Cette convention-là, en fait, elle a pu déjà, premièrement, ouvrir le débat, dire qu'on fait tous pareil, on essaie tous de se mettre d'accord vers les mêmes objectifs, qui sont donc de prévenir les violences, de lutter contre celles-ci, d'accompagner les victimes, et ensuite de poursuivre les agresseurs. C'est un pas énorme, et je pense que du coup, oui, on va vers quelque chose de mieux à l'avenir grâce à ça.
Et les hommes, justement, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer sur ces questions? Dans votre webinaire, seules les femmes sont intervenues. C'est un sujet uniquement féminin ou au contraire, les hommes doivent se mobiliser également sur les questions? Alors pas du tout, c'est pas du tout un sujet uniquement féminin, au contraire, on a besoin d'être tous ensemble pour avancer sur ces questions. Après, le fait que ce soit les femmes qui prennent le pouvoir pour elles-mêmes, c'est quand même un geste très très important, rien que pour montrer l'égalité dans les faits. Alors la solution qui est ressortie de ce webinaire, c'est de travailler surtout sur l'éducation des jeunes et des prochaines générations et d'investir massivement sur elles. Les anciennes générations, c'est déjà trop tard. Non, c'est bien sûr pas trop tard, hein, ne vous inquiétez pas là-dessus, mais effectivement il reste, en fait il y a du travail, et le travail il est porté par ces jeunes générations parce qu'elles ont une vision en fait du futur. On dit toujours que la jeunesse c'est l'avenir, et je pense que dans l'avenir en fait la jeunesse représente en fait ce qu'elle veut avoir plus tard, et d'avoir des thématiques comme par exemple le harcèlement en ligne, de voir que certaines choses doivent changer, notamment aussi sur les violences sexistes dans le milieu du travail. En fait, c'est des choses que les jeunes veulent pour plus tard, et je pense que ça doit balayer toute la société, que tout le monde est intégré, et l'Union européenne le sait très bien. D'ailleurs, il y a des programmes qui sont investis, il y a des fonds spécifiques, notamment le programme Daphné qui est dans le programme Droits et Valeurs, avec de l'argent qui est spécialement alloué pour des actions dans ce domaine-là. Donc je pense que la jeunesse effectivement doit être active, mais elle emporte tout le monde avec elle, c'est pour tout le monde. Alors justement, vous avez commencé à parler des programmes européens sur la question. Michael Tokdemir, quels sont les programmes européens qui existent sur ces questions? Est-ce que l'Europe finance majoritairement des programmes de ce genre? Effectivement, Salomé a parlé du programme Daphné qui est dans le prochain programme Droits et Valeurs, mais c'est aussi de façon transversale, on peut avoir des fonds grâce à ça. Par exemple, on veut monter un projet Erasmus+, et ben si on veut lutter sur les questions, je sais pas, sur les violences faites aux femmes ou sur le racisme, voilà, les sujets de société, on peut, et ça vous permet, c'est un système de points, les programmes européens, d'avoir plus de points et d'avoir plus de chances d'avoir ces fonds. Pareil, sur du FEDER, du développement régional, sur du FEADER, c'est le développement rural, le FSE, c'est le fonds social. Donc effectivement, dans tout ça, si vous ajoutez des questions de société, vous avez plus de chances d'avoir des fonds européens. En 2019, Ursula von der Leyen a été la première femme nommée à la tête de la Commission européenne. Comment est-ce que vous jugez, vous qui suivez l'actualité européenne régulièrement, comment est-ce que vous jugez ces premières années à la tête de la Commission sur ce sujet des droits des femmes? Est-ce qu'elle peut, elle, permettre de changer les choses alors qu'on sait qu'elle vient du Parti populaire? Déjà, le fait qu'elle soit à la tête de la Commission européenne, c'est une grande chose, juste pour la visibilité. Et par exemple, nous, on a fait ce webinaire où il n'y avait que des femmes. C'était un choix délibéré de notre part pour qu'il y ait une visibilité des femmes sur ces questions-là. Et après, c'était ouvert aussi aux hommes. Évidemment, ils pouvaient poser des questions, etc. Mais l'action d'Ursula von der Leyen, pour cette première année, c'était beaucoup plus tourné vers la pandémie et vers le plan de relance que sur les questions de société. Mais lors de son discours, elle n'a pas oublié ces questions de société-là. Son discours sur l'état de l'Union, elle en a quand même parlé, et il y aura des actions à venir, je pense, en 2021. Alors justement, en 2021, il y aura lieu le forum Génération Égalité. Ce sera un moment de rassemblement, et vous avez lancé via ce webinaire un appel à la mobilisation. C'est important pour vous ce prochain événement? Oui, c'est important. En fait, tous les événements où on peut récolter et avoir l'avis des personnes, l'avis du public, et échanger et les faire se rapprocher des institutions européennes, les faire discuter de ces questions, des inégalités qui sont dans nos sociétés, c'est le plus important là, avec la conférence sur l'avenir de l'Europe qui va arriver. Le but, c'est que nous, en tant que liant entre société civile et institutions européennes, on ait une vision sur ce qu'ils ont besoin. Parce que comment, on va dire, solutionner un besoin si on ne le connaît pas. Donc en fait, pour nous, ces moments de rassemblement, d'échange, ils sont très importants, et on appelle toujours, notamment, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou dans nos événements, à donner votre avis. On organise souvent des choses interactives, on essaie, que ce soit par le jeu, par des quiz, par des sondages, à toujours savoir ce que les gens pensent et ce qu'ils attendent, en fait, pour que déjà nous, on puisse adapter nos actions, mais que aussi on fasse remonter au niveau des institutions ce que les gens veulent et quelle est la tendance de ce qui va pouvoir arriver. En tout cas, vous partagez votre optimisme sur ces questions. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci.
Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo, soit sur notre site ou bien sur notre application Radio Sensation. Merci à tous de nous avoir suivis.